En Italie, il y a un pâtissier qui a créé une panettone recouverte d'or et de diamants. Et tout ça, ça a coûté combien? 700 000 €. Les bourges, ils savent même plus quoi faire de leurs thunes qui mangent leurs diamants. Alors que bon, avec 700 000 €, vous pourriez financer une émission de marionnettes soi-disant en cire, hein, mais en fait en 3D. Notre belle dame j'y arrive jamais. Notre démocratie ne s'est jamais aussi bien portée. Eh oh! Est-ce que quelqu'un a vu l'argent? Ou alors, vous pourriez financer pendant plusieurs années le fonctionnement d'un média réfractaire qui est totalement transparent sur sa comptabilité. En tout cas, si vous êtes tenté par le second choix, notre Tipeee, il est en description de la vidéo évidemment. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 4 janvier et c'est parti pour votre quotidienne d'actu réfractaire. Et puis abonnez-vous hein, pour ne rien louper des suivantes, ok ? Alors, passons aux actus du jour, aujourd'hui vraiment franco-française. Et on commence gentil avec Darmanin et ses petites filouteries pour nous manipuler. Récemment, il a annoncé fièrement qu'il y avait eu 745 voitures de cramées en France pour le nouvel an, soit une baisse de 10% par rapport à l'année dernière. Sauf que, lorsqu'on compare les chiffres annoncés, on voit qu'il n'y a pas vraiment de baisse, hein, mais plutôt une augmentation du nombre de voitures cramées de 8%. Alors, est-ce que Darmanin est un menteur ? Oui, mais pas de la façon dont vous le pensez. En fait, l'année dernière, il avait annoncé les chiffres le 1er janvier, avant les remontées des commissariats. Ce qui fait que le chiffre annoncé était sous-évalué, ce qui lui permet de fanfaronner en disant que les résultats sont bons. Alors qu'en réalité, le 1er janvier 2023, c'est 811 véhicules qui ont été brûlés, mais le ministère ne communiquera jamais les vrais chiffres. Les vrais chiffres, les vrais chiffres. Non, ça faut couper, hein. Yes, merci. Yes! Et en fait, les 10% de baisse annoncés par Darmanin, ils se font donc sur ces chiffres jamais publiés de 2023 par rapport aux chiffres annoncés de 2024. Hein. Et c'est pour ça qu'il peut fanfaronner en disant que ça a encore baissé. Donc vous voyez, hein, c'est juste de la manipulation de chiffres pour qu'il se vende comme garant de la sécurité, alors que c'est du bidon. Et c'est intéressant qu'il le fasse avec les voitures et pas avec d'autres sujets sécuritaires. Hein. Qu'est-ce qui l'en empêche ? Comme quoi, faut pas faire confiance aux manipulateurs, hein, même quand ils nous sortent des beaux chiffres comme ça. D'ailleurs, Darmanin tente un peu de professionnaliser ses mensonges. Il y a Monsieur Propagande qui en a parlé. En fait, Darmanin a demandé à un de ses préfets de faire des liens avec le monde du cinéma et de la télévision afin de produire des films qui redoreraient l'image de la police. Hein. C'est un peu drôle qu'il ait besoin de fiction pour que la police paraisse sympathique quand même, non ? Et bon, qui sait, peut-être que le CNC va financer, hein. Toi-même, tu sais si t'as regardé la quotidienne d'hier. Après, on critique, on est mauvaise langue, mais imaginez, si Darmanin se retrouve dans un film d'action, on n'aurait qu'à faire croire qu'on kiffe son film, comme ça il fait des tournées partout en France, et puis on pourrait alors le huer comme jamais dans une salle de ciné et admirer ça confortablement, assis, popcorn à la main, son visage se décomposer là. Ça serait de l'art, non ? Ouais, il faudrait peut-être qu'on contacte le CNC. Bon, dernière information, en France, on a appris que le fisc a renoncé à sa procédure fiscale concernant LVMH, le groupe de luxe de Bernard Arnault. Ce qui est assez troublant, hein, sachant, suite à des fuites en 2019, ces énormes scandales d'évasion fiscale et la récente décoration de la Grande Croix de la Légion d'honneur de Bernard Arnault. Mais la vérité, elle est encore plus triste. En fait, l'enjeu de la procédure, c'était une perquisition qui avait été commandée en 2019. Hein. Mais bon, l'armée d'avocats de LVMH et leurs probables espions à l'intérieur de l'État, on se souvient de l'affaire Squarcini, a permis de retarder de 4 ans cette perquisition. Donc bon, vous pouvez imaginer que bon, les types de la justice, là, ils se sont dit qu'une perquisition sans effet de surprise, hein, 4 ans après les faits, c'était plutôt inutile. Magnifique. Comme quoi en France, le meilleur moyen de fuir la justice, hein, c'est vraiment d'être riche. Bon alors, avant-hier, on vous a un peu présenté la trame de la saison 2 d'Actu Réfractaire, mais on a oublié un type d'info qui reviendra tous les jours. Un petit point culture ou science, et le vendredi, il laissera la place au point abonné. Le concept, il est simple. En fait, on a envie de vous donner la possibilité de partager vos infos locales. Alors pour ça, vous pouvez nous envoyer par mail à actu@lecanardréfractaire.org une information locale dont vous avez connaissance, bon, avec un petit peu de contexte, et si vous avez des images ou des vidéos d'illustration, ce sera parfait. Des vidéos, exactement. Oh yes, this is very nice. Donc voilà, on attend vos mails.
Aujourd'hui, on va vous parler d'un projet brésilien à suivre attentivement en 2024, le lâcher de moustiques génétiquement modifiés. Alors l'objectif, c'est d'enrayer la propagation de maladies convoyées par ces insectes buveurs de sang. Le gouvernement brésilien souhaite en produire et en libérer 5 milliards par an. Il s'agira de moustiques mâles portant la bactérie Wolbachia qui devraient la transmettre à leur progéniture et ainsi bloquer la propagation de la dengue, du chikungunya, du Zika et de la fièvre jaune. Alors on sait qu'il y a d'autres expérimentations par le passé qui ont donné lieu à des moustiques plus résilients aux insecticides, plus agressifs et qui retrouvaient la possibilité de transmettre des maladies. L'expérimentation, elle est donc pas sans danger, mais elle pourrait quand même être intéressante si elle réussissait à éradiquer des maladies qui font quand même des millions de victimes chaque année. On passe à la chronique du jeudi, consacrée à l'international. Et Debbie, qui a écrit la chronique, a décidé aujourd'hui de vous parler du développement de la guerre dans le monde. Bon alors, comme on vous en parlait déjà hier, au Moyen-Orient, les récents événements y font craindre une extension de la guerre dans toute la région. D'abord, il y a eu l'assassinat du numéro 2 du Hamas au Liban mardi, puis mercredi, donc hier, la mort d'une centaine de personnes en Iran suite à un attentat avec explosifs lors d'une cérémonie d'hommage à un haut commandant iranien tué par l'armée états-unienne en 2020. Et que ce soit le Hezbollah libanais ou la République islamique iranienne, ils ont tous les deux promis que ces événements ne resteraient pas sans réponse et ils accusent Israël. Et par ailleurs, le conflit, il prend des nouvelles proportions aussi en mer Rouge, où quelques heures à peine après l'explosion des bombes en Iran, les États-Unis et 12 de leurs alliés ont lancé un avertissement écrit aux Houthis du Yémen. Vous savez, on vous en parle assez souvent. En ce moment, ils lancent presque quotidiennement des missiles, des drones et des attaques maritimes contre des navires commerciaux. Au cours du week-end du 1er de l'an, la marine états-unienne elle a coulé 3 bateaux Houthis, tuant tous les membres de l'équipage lorsque ceux-ci ont tiré sur des hélicoptères états-uniens venus aider un cargo assailli. Et lundi, le ministre iranien des Affaires étrangères a exprimé, je cite, sa gratitude et son appréciation à un responsable Houthi en visite à Téhéran pour le soutien au Hamas. Suite à quoi, le président Biden a déclaré qu'il souhaitait éviter les attaques militaires directes contre les Houthis afin d'éviter l'escalade du conflit au Moyen-Orient. Donc bon, vous voyez, les événements s'enchaînent et c'est d'ailleurs la cause probable des attaques de ces derniers jours sur des bases militaires états-uniennes en Irak et en Syrie. Les attaques contre les forces états-uniennes, elles se sont multipliées à la suite de la déclaration de guerre d'Israël à Gaza, mais ça n'a jamais pris autant d'ampleur. Ces attaques, en fait, elles sont revendiquées par un groupe appelé la Résistance islamique d'Irak. Les chances d'une guerre régionale au Moyen-Orient passent de 15% à 30%, a déclaré l'ancien commandant de l'OTAN, l'amiral à la retraite James Stavridis. Bon, déplaçons-nous maintenant sur le front ukrainien où on assiste à la nouvelle campagne d'hiver de l'armée russe. Alors comme il y a un peu plus d'un an, durant des semaines, les centrales et autres stations électriques, les réseaux de chauffage urbain, les équipements et télécommunications avaient été visés par des missiles et des drones explosifs de l'armée russe, loin derrière les lignes de front. Et l'objectif, il est clair, priver les populations civiles d'eau, d'électricité et de chauffage dans un pays, on le rappelle quand même, où les températures, elles peuvent atteindre les moins 20 degrés au cœur de l'hiver. Par ailleurs, les vagues de drones envoyés sur le territoire ukrainien, elles ont pour mission de saturer la défense antiaérienne ukrainienne et d'épuiser ses stocks de munitions, stratégie que l'on voit se reproduire ces dernières semaines. Après avoir tiré quelques 120 missiles sur l'Ukraine le 29 décembre 2023, ce qui est quand même sa plus importante vague en 22 mois de conflit, l'armée russe elle a réitéré ses frappes dans la nuit du lundi 1er au mardi 2 janvier. Pour parler chiffres, il y a 99 missiles et 35 drones qui ont été lancés sur les villes de Kiev et de Kharkiv, selon les autorités ukrainiennes. Ces bombardements, ils ont surtout visé des infrastructures énergétiques, privant temporairement d'électricité près de 260 000 personnes dans la région de Kiev. Et face à ces attaques russes de plus en plus ciblées et destructrices, mais aussi face à l'essoufflement de la volonté des puissances occidentales de poursuivre le soutien en livraison d'armes, notamment, comme vous le savez, avec le déclenchement de la guerre en Palestine, le gouvernement ukrainien y travaille à la mise en place d'une stratégie de production locale d'armes. Fin septembre, le président Volodymyr Zelensky, il a annoncé la création de l'Alliance internationale des industries de défense, regroupant près de 250 entreprises de l'armement. Et l'objectif, c'est d'attirer des fabricants qui sont capables de produire des armes en Ukraine et de construire un arsenal face à l'armée russe. Et en effet, la capacité de production du complexe militaro-industriel ukrainien, il a triplé en 2023.
Sur sa chaîne Telegram, le Premier ministre ukrainien, Denis Shmyhal, il a annoncé un objectif encore plus ambitieux pour 2024, puisqu'il veut multiplier par 6 la production d'armes. Il a également ajouté que cette année, les autorités, elles prévoient de dépenser plus de 750 milliards de grivnas pour payer le personnel militaire. Plus de 265 milliards de grivnas seront consacrés à l'achat, à la production et à la réparation d'armes. Il a aussi déclaré que 300 000 personnes travaillaient dans le complexe de défense ukrainien. Donc bon, on l'aura compris, hein, la guerre est un excellent stimuli pour l'industrie de l'armement. On s'arrête ici pour aujourd'hui, mais on revient bien évidemment demain, vendredi, pour la dernière vidéo de la semaine. N'hésitez pas à nous faire des retours en commentaire, à partager les vidéos, et puis surtout, n'oubliez pas de nous écrire par mail pour alimenter le point abonné. Toute l'équipe vous fait des bisous, et je vous dis à demain. Ciao!